Bonjour et bienvenue dans ce 13e épisode du 14h42. Alors aujourd'hui, un invité seulement, Nicolas Colin. Bonjour. Bonjour. Alors, pour vous présenter, c'est pas tout à fait facile parce que, grosso modo, vous avez fait l'ENA, vous êtes devenu inspecteur des finances, que vous avez quitté pour fonder une entreprise, une start-up. Ensuite, vous êtes revenu à l'inspection des finances, vous en êtes reparti pour fonder une autre entreprise. Vous êtes commissaire à la CNIL depuis pas très longtemps. Vous êtes un spécialiste de nouvelles technologies, notamment de tout ce qui est trait à l'innovation et au modèle économique. Vous avez fait un rapport sur la fiscalité du numérique l'année dernière et vous défendez et vous présentez comme un barbare. Alors, c'est quoi cette notion de barbare ? La notion de barbare, elle nous vient d'Henri Verdier, en fait. Avec qui vous avez écrit un livre ? J'ai écrit un livre il y a deux ans qui s'appelle L'âge de la multitude et qui a un objet très simple, c'est d'expliquer l'économie numérique aux élites françaises. Et dans ce livre, nous sommes fait l'écho d'une idée qui avait déjà été beaucoup manipulée par Henri dans des interventions ou dans des prises d'opposition, qui est que la transformation numérique de l'économie par des nouvelles entreprises qui font levier des technologies numériques pour transformer profondément des filières entières de notre économie, c'est comme les attaques des barbares contre l'Empire. C'est-à-dire que l'Empire oppose une force incontestable, résiste pendant très longtemps, mais à l'arrivée, c'est toujours les barbares qui gagnent parce qu'ils ont une force extraordinaire, c'est qu'ils ne jouent pas où ils ne font pas la guerre suivant les mêmes règles, en fait, ni avec les mêmes objectifs stratégiques. Et c'est ce décalage... Ils sont plus agiles, ils sont... ils sont plus agiles, mais surtout, ils ne cherchent pas la même chose, en fait. C'est-à-dire l'Empire cherche à défendre ses villes et pense que l'ennemi est là pour prendre les villes, mais l'ennemi n'est pas là pour prendre les villes, il est là pour les saccager, les détruire et puis continuer sa route. Et résister face à un ennemi qui n'a pas le même objectif stratégique que vous, c'est très compliqué parce que il faut d'abord s'installer dans sa façon de penser, comprendre ce qui l'anime et puis comprendre du coup ce qu'il déduit de ses objectifs en termes d'action et de tactique. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Google, Facebook sont des barbares ? C'est un peu ça, c'est-à-dire la raison pour laquelle ils rentrent si facilement dans les filières traditionnelles et ils prennent si facilement des positions dominantes dans ces filières, c'est parce que de toute évidence, ils ne cherchent pas la même chose que les entreprises qui sont déjà en place. Une entreprise en place, par définition, elle cherche à protéger sa position, à maintenir ses marges, à dégager du bénéfice pour verser des dividendes à ses actionnaires. Ses modèles économiques, ses rentes. Voilà, une filière, c'est ça. Une filière, c'est un terme un peu vieillot, mais qui est utilisé dans la sphère publique pour désigner tout un ensemble d'entreprises qui ont appris à travailler ensemble et qui se répartissent tout au long d'une chaîne de valeur pour servir des clients sur un marché. Dire qu'elles ont appris à travailler ensemble, ça veut dire qu'une filière, c'est aussi beaucoup de la tradition, un cadre juridique bien établi. On est habitué à faire la même chose depuis longtemps et ça marche. Et on optimise tout ça en permanence. Par exemple, un constructeur automobile vend ses voitures par l'intermédiaire de concessionnaires et puis il s'appuie sur le travail d'équipementiers. C'est toute une filière d'entreprises qui sont habituées à travailler ensemble d'une certaine manière. Et quand un nouvel entrant arrive et bouleverse les règles du jeu, tout d'un coup, les habitudes qu'on a prises deviennent inopérantes. Il faut les réviser en profondeur. Il y a des gagnants, il y a des perdants, et ça, c'est très douloureux. Et c'est d'autant plus douloureux que les nouveaux entrants ne cherchent pas la même chose. Ils ne cherchent pas à reconstituer une filière dans laquelle on va s'installer à nouveau dans de la routine et dans de l'optimisation. Ils cherchent autre chose. Et comme c'est très difficile de comprendre ce qu'ils cherchent, on est comme l'Empire face aux barbares, c'est-à-dire c'est difficile de se défendre contre un ennemi dont on ne comprend pas les objectifs, les buts de guerre, en quelque sorte. Alors, illustration avec un débat dans lequel vous avez été un petit peu impliqué, qui était ce débat entre les taxis et le VTC. Il y a 6 mois, vous faisiez une tribune sur votre blog. Vous parliez du modèle de G7 en matière d'innovation. Alors, ça partait d'une vidéo qui avait été faite sur le portail d'Orange et où M. Rousselet, le PDG du groupe G7, expliquait qu'en termes d'innovation, il avait mis le Wi-Fi et des lingettes dans le taxi. Et vous avez fait une tribune assez acerbe, assez caustique, pour expliquer que l'innovation, c'était pas ça. Et vous avez appelé ça les fossoyeurs de l'innovation. Et 6 mois après, les avocats de M. Rousselet portent plainte contre vous. Alors, la plainte, elle a été déposée, on en est où ? Alors, en fait, c'est pas 6 mois après. C'est juste que la justice avance lentement mais sûrement. Il a porté plainte avant. La plainte, en fait, a été déposée dans les jours qui ont suivi la mise en ligne, la reproduction de l'article sur le site de la Tribune. Oui, il n'a pas porté plainte contre votre blog, mais sur le fait que la Tribune a repris votre billet. Exactement. Et donc la plainte est une plainte contre X avec constitution de partie civile, ce qui oblige la police judiciaire à mener l'enquête et à identifier
l'auteur de l'article et ceux qui endossent la responsabilité de l'article, c'est-à-dire la tribune. La tribune est poursuivie également. Voilà, et donc nous sommes. Et ensuite, comme on est en droit de la presse et que il n'y a pas de pouvoir d'appréciation du juge d'instruction, la mise en examen est automatique en fait. Et la mise en examen est connue par Jean-Christophe Tortora, le PDG de la Tribune, et moi-même depuis plusieurs semaines. Mais c'est juste qu'il y a une quinzaine de jours, Jean-Christophe Tortora a décidé de le rendre public. Voilà, de rendre public l'information avec un édito qui a frappé fort et qui, du coup, a fait cette affaire. Alors depuis une pétition qui a été lancée où il y a plein de gens qui demandent à être eux aussi mis en examen en même temps que vous, il y a un groupe Facebook qui a été créé pour recenser les barbares en France, avec des gens, on trouve Henri Serre, pas Henri Serre. Henri Verdier. Non, oui, il y a Henri Verdier, il y a vous, il y a différents innovateurs. Il y a eu un hashtag qui a été créé pour vous soutenir. Concrètement, ça va se passer comment? C'est une plainte en diffamation? C'est une plainte en diffamation, c'est-à-dire qu'il vise certains passages de l'article et qui estime qu'il s'agit de diffamation parce que ce n'est pas étayé par des faits, en fait. Qu'est-ce que vous lui reprochiez exactement dans ce billet? Alors, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. C'était il n'y a pas si longtemps, mais c'était il y a quand même 6 mois et tout va très vite. Donc, il y a 6 mois, on était au mois d'octobre 2013, c'est le contexte, on est dans un contexte très particulier, c'est la préparation du fameux décret qui va être pris par le gouvernement pour imposer un délai de prise en charge de 15 minutes entre la commande d'une voiture de tourisme avec chauffeur et la prise en charge du client. Et à ce moment-là, donc il y a eu plusieurs rounds de négociations avec des compromis qui ont été faits dans un sens puis dans l'autre. Puis à un moment donné, on apprend que l'arbitrage a été rendu et que finalement, toutes les concessions qui avaient été faites aux sociétés de VTC sont annulées et qu'on va imposer uniformément un délai de 15 minutes qui s'appliquera à tous. Et à ce moment-là, donc tout le monde est stupéfait dans le petit univers des gens qui créent des entreprises innovantes parce que c'est une mesure qui est à la fois stupide et probablement inopérante puisqu'elle va contre les intérêts du client. C'est-à-dire c'est toujours très difficile et l'industrie musicale a montré que ça ne marchait pas de légiférer contre le client, en fait, contre l'utilisateur. Parce que celui-ci, en général, aide les entreprises à contourner les règles et les obstacles qui ont été dressés. Voilà, les gens sont passés au streaming. Exactement. Ça a pas empêché les échanges. Si vous entravez la rencontre entre l'offre et la demande, eh ben, les gens se détournent du marché et vont trouver leur propre offre. Ils vont trouver un autre moyen de rentrer. Exactement. Et donc tout le monde est stupéfait. Et alors sur cette bataille d'influence entre le monde des taxis et le monde des VTC, on est dans un environnement très particulier parce qu'on n'est pas, c'est pas comme Amazon contre les libraires ou bien Google contre la presse. Si vous voulez, la librairie et la presse, c'est en gros deux secteurs où la messe est dite. C'est-à-dire c'est terminé, l'empire a perdu et les barbares ont pris le contrôle de la chaîne de valeur. En revanche, en matière de transport de personnes en ville, et notamment de transport individuel, le géant qui est en train de grandir à l'échelle mondiale, qui s'appelle Uber, est de création toute récente. C'est-à-dire il a été créé en 2009, alors il se développe à toute vitesse, mais il n'a pas encore pris toute la place. C'est-à-dire qu'il y a encore des opportunités pour d'autres entreprises qu'Uber de prendre des positions et de contester son leadership potentiel. Et notamment, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont été créées en France, financés par des fonds de capital risque français pour opérer des activités qui ressemblent peu ou prou à celles d'Uber, mais qui ont encore leur chance pour prendre une part significative du marché du transport en France et notamment en Île-de-France. Et donc plutôt que d'aider les nouveaux entrants français face à la concurrence d'Uber, on décide d'aider les taxis qui, eux, ne sont pas frontalement en concurrence avec... Oui, et puis surtout, on aide les taxis qui, culturellement et par un certain nombre de rigidités de marché, semblent à un certain nombre d'observateurs incapables d'encaisser le choc de la concurrence d'Uber. C'est-à-dire, au final, si le décret des 15 minutes n'avait pas été suspendu, il aurait créé une barrière à l'entrée du marché des VTC qui aurait tué toutes les entreprises n'ayant pas suffisamment de capital pour résister à enjamber cette barrière, si vous voulez. Donc laisser la place dans un premier temps aux taxis contre les VTC, sauf que pendant ce temps-là, Uber aurait continué de se développer. Et puis le jour où les usagers du service du transport individuel en ville se seraient lassés de la mauvaise qualité du service rendu par les taxis, et ben, ils seraient tous précipités dans les bras d'Uber, qui serait la seule société qui serait restée
et qui aurait résisté avec ce boulet au pied qu'est le délai de prise en charge de 15 minutes. C'est ce que vous expliquez aussi dans une tribune que vous avez fait la semaine dernière, pour le coup, où vous dites, mais la véritable innovation pour G7, ce serait de s'attaquer frontalement à Uber et arriver à prendre le marché. Et s'attaquer frontalement à Uber, c'est-à-dire faire la guerre avec un barbare, c'est-à-dire comprendre quel est son but de guerre et adopter un certain nombre de ces tactiques. C'est ça le problème, en fait, ce qui a conduit à la première tribune qui s'appelle les fossoyeurs de l'innovation, c'est parce que quand j'ai cherché à en savoir plus sur tout ce monde-là, sur lequel je ne connaissais pas grand-chose à l'époque, je me suis dit, tiens, il y a manifestement un acteur dominant dans cette filière, c'est le groupe G7. Qu'est-ce que le groupe G7? Qui est ce Nicolas Rousselet, à part le fait bien connu qu'il est le fils d'André Rousselet? Et la première chose sur laquelle je suis tombé, c'est cette interview qui a été produite par une chaîne qui s'appelle les Décideurs TV et qui s'appelle Les Décideurs de l'innovation. Et où, en gros, on invite un invité pour lui poser des questions plus ou moins complaisantes et qui mettent en valeur ses efforts d'innovation dans son entreprise. Et quand on voit ça et qu'on compare à la gravité des enjeux auxquels est confronté G7 dans sa concurrence actuelle ou à venir avec un groupe comme Uber, on se dit que ce n'est pas à la hauteur et que ce n'est pas avec des gens comme ça que l'économie française va réussir à défendre ses entreprises face aux géants américains. Et c'est pour ça que j'ai écrit la première tribune, pour dire que ces gens-là qui se présentent décideurs de l'innovation en sont en réalité les fossoyeurs, parce qu'ils n'ont pas compris la puissance qu'ils devaient concentrer pour résister à ces attaques. Et voilà. Et ensuite, la deuxième tribune est pour enfoncer le clou et pour expliquer que c'est vraiment de ça dont on parle. C'est pas de défendre Uber contre G7, c'est de dire que G7 ferait bien de se réveiller et de commencer à comprendre quels sont les enjeux de la compétitivité sur le marché du transport individuel de personnes en ville avant d'être écrasé à terme par Uber. Donc si je comprends bien, c'est dans votre vision de l'innovation, c'est pas tant quelque chose qui relève de la technologie, du gadget, le fait de mettre du Wi-Fi ou des tablettes dans les taxis, que d'avoir une véritable vision sur le modèle économique et que l'innovation elle est là sur le modèle économique plus que d'un point de vue technologique. C'est exactement ça. L'économie numérique, ça concentre la bataille autour du client, autour de l'individu, de l'utilisateur. C'est-à-dire les entreprises qui l'emportent sont systématiquement celles qui ont réussi à nouer un lien privilégié avec leurs utilisateurs, à faire grandir une communauté d'utilisateurs à grande échelle. Ça devient une multitude, c'est le terme qu'on emploie avec Henri Verdier. D'où l'importance de la notion de multitude. Et le principal actif dans cette économie, c'est l'alliance avec la multitude. C'est-à-dire si vous êtes aligné stratégiquement avec vos clients, si vos clients sont votre priorité, alors vous pouvez les enrôler dans la création de valeur et rentrer dans une boucle vertueuse qui génère des effets de réseau et qui finit par écraser tous vos concurrents. Ce n'est pas du tout ce que font les entreprises françaises en général et le groupe G7 en particulier. C'est-à-dire, l'interview de Nicolas Rousselet est intéressante parce qu'il expose les micro-innovations qu'il a mis en œuvre dans son entreprise pour servir des différents segments de marché. C'est-à-dire qu'on sait que G7, et c'est très bien, propose des voitures avec des sièges bébés pour les gens qui ont des enfants en bas âge, propose un taxi collectif partagé qui s'appelle WeCab. Tout ça, c'est très bien, sauf que quand on est un usager occasionnel du taxi, on a beau voir sur le papier qu'il y a toutes ces choses-là disponibles, ce à quoi on est confronté, c'est l'expérience bien connue de on cherche un taxi, on n'en trouve pas. Quand on le trouve, du coup on se résout à en commander. Quand il arrive, il a déjà 15 € au compteur. Quand on veut payer à la fin, il n'y a pas de terminal de carte bleue, il faut avoir de la monnaie. Parfois on n'en a pas, on doit se faire emmener au distributeur. Bref, et c'est une expérience qui est encombrée de tout un tas de frictions qui sont intolérables dans l'économie numérique. Alors, un autre truc qui m'a marqué dans votre article, c'est que vous écrivez « Heureusement, il reste des opportunités ». C'est-à-dire que même si, avec la Silicon Valley, les industries culturelles, les médias, les Google, les GAFA ont pris le marché sur un certain nombre de territoires, il reste encore plein de territoires à défricher. Vous citez le textile, la santé, l'énergie, le bâtiment, l'agriculture, le luxe, la banque, l'assurance, les transports publics, les services urbains. Et où là, vous dites « La France a encore un rôle à jouer ». Enfin, la France, des entreprises qui ne sont pas forcément américaines. Oui. L'Empire cède du terrain, c'est-à-dire que les remparts sont abattus les uns après les autres, ou les forteresses sont saccagées les unes après les autres, mais il en reste quand même quelques-unes. Et à l'abri de ces forteresses, on peut faire grandir des entreprises qui vont devenir les leaders mondiaux dans toutes ces filières-là, une fois qu'elles seront transformées. Sauf que tout s'accélère et que les fenêtres d'opportunité sont en train de se refermer à toute vitesse. Et ça arrive depuis 2009, qui est par ailleurs l'année où a été créé Uber.
C'est-à-dire jusqu'en 2009-2010, et à l'époque, je baignais dans ces sujets-là, donc je connais assez bien. Vous étiez à l'inspection des finances à l'époque. Voilà, et j'ai été co-rapporteur d'un rapport qui s'appelait le rapport Zelnick, qui était sur l'avenir des filières culturelles dans l'économie numérique. Et à cette époque-là, on pouvait encore se dire, bon, bah, le numérique, grosso modo, c'est les contenus, donc la musique, l'audiovisuel, les livres, la presse, la publicité, et puis la vente par correspondance, c'est-à-dire tous les métiers du e-commerce. Et une fois qu'on a ces 4-5 filières en tête, on a à peu près le périmètre de l'économie numérique. Sauf que depuis, ce qu'on voit de mois en mois, c'est que les géants de l'économie numérique commencent à être un peu à l'étroit dans ces petites filières. Et commence à s'intéresser dans les robots, voilà. dans les drones, les voitures, l'électricité, voilà. Les compteurs intelligents, les objets connectés. Exactement. Et donc pour moi, ça a duré 15 ans. Il y a eu des hauts et des bas, ça a été très compliqué. Il y a une bulle spéculative qui a explosé. Mais au final, tout ça n'était que des tours d'échauffement. C'est-à-dire ils se sont entraînés sur la musique, ils se sont entraînés sur la presse. Et maintenant qu'ils ont à peu près compris comment on prenait le contrôle d'une filière, maintenant ils attaquent de façon beaucoup plus systématique, avec beaucoup plus de puissance, les filières plus dures à transformer, qui sont l'automobile, l'hôtellerie, l'assurance, la banque. Alors, ils sont patients, c'est-à-dire si ça doit prendre plusieurs années, ça prendra plusieurs années. Mais ils ont maintenant ce ne sont plus seulement des start-up, ce sont des géants industriels. C'est les plus grosses capitalisations mondiales. Et elles ont énormément de cash disponible. Et donc, maintenant, on rentre dans des choses très, très sérieuses. C'est-à-dire, c'est plus l'échauffement, c'est la course. Et dans cette course, rien ne dit que les quelques grandes entreprises américaines qui dominent l'économie numérique vont gagner à chaque fois. Sauf que pour avoir une chance que les gagnants soient des entreprises françaises qui grandissent depuis la France et qui créent ici le même écosystème qui existe aujourd'hui dans la Silicon Valley et qui enrichit le territoire et qui nous permet de retrouver une croissance dynamique et de créer à nouveau des emplois, et pour avoir une chance que quelques entreprises qui domineront demain toute l'économie numérique soient de chez nous, il faut commencer à les faire grandir dès maintenant. En même temps, si on prend l'exemple de la santé, on a un bon cas d'école qui est le DMP, le dossier médical partagé, qui est ensuite devenu le dossier médical personnalisé. Mais on a eu un rapport de la Cour des comptes l'année dernière, qui était le énième rapport notamment de la Cour des comptes, qui disait on a claqué 700 millions d'euros à des industriels qui ont fait un bousin qui ne marche pas. Donc il y a énormément d'argent qui a été mis dans le DMP et objectivement, c'est pas, il y a peut-être 200 000, un peu plus de 200 000 dossiers qui ont été créés, mais apparemment ça marche pas si bien que ça. Non, ça n'embraye pas parce que la santé, c'est une filière très difficile à transformer. Il faut enrôler toutes les parties prenantes d'un écosystème extrêmement compliqué. Vous avez les professionnels de santé, vous avez l'assurance maladie, vous avez les complémentaires santé, vous avez l'industrie pharmaceutique, vous avez les pharmaciens. Enfin bref, et tous ces gens-là ont des intérêts à défendre. En fait, tous ces gens-là résistent ils sont tous en mode empire. À la transformation parce que, oui, ils sont tous en mode empire. Tout ça, c'est l'empire et c'est un empire très compliqué à attaquer. Or, on pourrait se dire, bon, du coup, ça va prendre du temps. Nous autres, les pauvres malades et les pauvres assurés, c'est pas demain la veille que l'innovation nous permettra d'être mieux soignés, mieux assurés, mieux couverts, etc. Google investit dans la santé avec la recherche sur la génétique, le fait de faire des tests sur l'ADN, avec un objectif de prolonger la vie. Enfin, clairement, Google veut prolonger la vie. Mais, exactement. Et on voit maintenant les prémices de ce que sera la transformation numérique de la filière de la santé. Et donc, on devrait pouvoir s'emparer de ces premières leçons pour mettre en mouvement tout cet écosystème et avec du volontarisme politique, comme on sait bien le faire en France, actionner des leviers de politique industrielle, mais qui doivent être adaptés à ce qu'est l'économie aujourd'hui. C'est-à-dire le problème des pouvoirs publics en France aujourd'hui, c'est qu'ils ont des leviers à leur disposition qui sont les leviers de la politique industrielle des années 60 et 70. Oui, Montebourg, c'est le ministre de l'Industrie, il n'arrête pas de parler d'industrie, il ne parle pas beaucoup d'innovation. Il parle d'industrie du futur, il parle des usines du futur, des objets connectés, je pense qu'il a les enjeux, qu'il maîtrise tout à fait les enjeux et qu'il mesure la gravité de la situation et l'urgence qu'il y a à agir. Mais les leviers dont il dispose, jusqu'à une date récente, c'était vraiment pas grand-chose. Là, il a un peu élargi son portefeuille à toute l'économie. Il est maintenant ministre de l'économie et pas seulement du redressement productif. Mais il y a toute une partie des leviers qui lui échappent complètement, qui ne sont pas dans son périmètre ministériel. Typiquement sur la santé, il faudrait passer aussi par le ministère. Il faudrait passer par le ministère de la Santé pour transformer la... Et il faudrait faire quoi ? Il faudrait faire plein de choses. Mais il y a aussi un autre levier qui est très important, c'est le financement de l'économie. C'est-à-dire, on ne sait pas... notre économie est majoritairement financée par des banques et pas par des
par les marchés financiers et très, très minoritairement par des fonds de capital risque. Or, quand on est à la frontière de l'innovation, c'est-à-dire qu'il faut innover à grande échelle et dans toute l'économie, on ne peut plus s'appuyer sur les banques. Les banques ne savent pas financer l'innovation. Les banques concrètement, sur la santé, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... Alors, sur la santé, il y a... Ce que permet le numérique, c'est de créer un lien privilégié et permanent avec les individus. C'est quelque chose qu'on connaît bien quand on est suivi par un bon médecin traitant. On le voit régulièrement, il tient à jour son dossier, il connaît tout le contexte, les antécédents familiaux. Bref, il sait mobiliser cette connaissance intime qu'il a de vous, parce que c'est votre médecin, pour non seulement vous soigner quand vous êtes malade, mais aussi mettre en œuvre un certain nombre de mesures de prévention sur votre mode de vie, votre alimentation, votre pratique sportive, les rythmes de sommeil, etc. Bref, un médecin qui fait bien son travail, c'est ça qu'il fait. Bon, alors ils sont assez rares ceux qui font ça comme ça. Ils se concentrent dans certaines disciplines. Donc c'est quoi? Il faudrait qu'ils rentrent dans ces fichiers. Ce que permet de faire le numérique, c'est de déployer cette démarche-là à grande échelle. C'est-à-dire d'installer une infrastructure à la disposition du professionnel de santé, du médecin, qui, dans le périmètre protégé par le secret médical, utilise ou actionne des leviers nouveaux qui lui permettent de systématiser cette démarche de meilleure connaissance de son patient, de mise en œuvre de mesures de prévention. Ça, on l'a vu avec le DMP, justement. Enfin, qui était officiellement, c'était ça. C'était on rentrait dans un système informatisé les différentes données médicales, différents médecins avaient sur un patient pour mieux cerner les problèmes auxquels il était confronté, lutter contre la iatrogénie, à savoir les interactions médicamenteuses. Absolument. Mais où, moi, les médecins avec qui j'ai discuté, ils s'arrachent les cheveux parce que c'est compliqué en informatique, ça marche pas. Moi, j'ai vu des études également aux États-Unis qui montraient que les médecins qui rentraient des informations sur les patients, c'était plus pour se prémunir en cas de procès que pour améliorer le soin, et qu'ils passaient moins de temps à discuter avec le patient qu'à remplir les dossiers. C'est ce qui est caractéristique d'un système d'information qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire le numérique vertical. Le numérique, normalement, permet de libérer du temps d'attention du médecin qui consacre ce temps-là à son patient et que la collecte d'informations lui prenne le minimum de temps qu'il a en face à face avec son patient. Mais ça n'a pas marché pour plein de raisons. Parce que c'est une filière très compliquée, où les parties prenantes sont nombreuses et ont des intérêts antagonistes. Ça n'a pas marché parce qu'on a confié ça à des prestataires de services et pas à des entrepreneurs. Or, le seul qui crée des systèmes ou des applications en particulier avec l'obsession de l'intérêt de l'utilisateur, c'est l'entrepreneur. Parce que c'est lui qui a l'incitation à satisfaire son client dans l'espoir qu'il va trouver un modèle d'affaires et qu'il va pouvoir faire grandir son activité. Vous pensez par exemple à tous ces tissus intelligents, ces capteurs qui font qu'on va pouvoir remonter des informations, nous-mêmes porter des capteurs pour remonter des informations. Enfin, on commence dans un certain milieu privilégié et très connecté à voir se multiplier les petits bracelets, les petits... le quantified self, voilà, les petits objets qui permettent aux personnes de mesurer le nombre de pas qu'ils font dans la journée, de mesurer leur cycle de sommeil, bref, de mieux se connaître pour essayer d'en tirer des enseignements et constater des corrélations entre le fait de je mange tel aliment, je me sens pas bien le lendemain, ou je bois du thé le soir, je dors moins bien la nuit, enfin bref, des choses comme ça. On ne perçoit pas ça si on ne l'objective pas par de la mesure et de l'analyse. Mais ça, c'est la surface des choses, c'est du gadget. La dynamique d'innovation se met en marche quand toutes les parties prenantes commencent à se réaligner autour... Est-ce qu'il y a un secteur qui a commencé justement à se réorienter un petit peu? Est-ce qu'il y aurait un bon cas d'école d'un secteur qui... Parce que là, j'ai vu qu'en début juillet, vous allez faire un séminaire sur le luxe, par exemple, l'industrie du luxe. Oui. 2500 € quand même l'entrée pour le week-end. C'est pas réservé à n'importe qui. Enfin, faut bosser dans le luxe pour pouvoir... Mais il y a des destinations d'un public professionnel. Ouais. Mais est-ce que le luxe, par exemple, lui, il a commencé à virer sa cutie ou... Le luxe, c'est pas évident. C'est-à-dire le luxe, c'est beaucoup emparé de ce que le numérique peut faire pour le marketing, pour la vente, pour la publicité. Mais le numérique, c'est beaucoup plus que ça. Le numérique commence à produire vraiment de la valeur quand il rentre dans la chaîne de valeur à tous les stades, c'est-à-dire au stade de la création, de la fabrication, de la distribution, de l'approvisionnement en matières premières, de la traçabilité des matériaux, etc. Et le luxe a su passer de l'artisanat à l'industrie quand il a accueilli
une discipline très importante pour passer à grande échelle, qu'est la logistique. Les grands groupes de luxe français qui dominent l'économie mondiale du luxe aujourd'hui, c'est des gens qui ont su marier l'excellence des métiers d'art traditionnels avec la logistique qui permet de démultiplier la puissance et de distribuer des produits de luxe dans le monde entier. Aujourd'hui, il faut faire pareil avec le numérique. Et pour l'instant, le numérique reste, avec le e-commerce et les réseaux sociaux et la publicité en ligne, un peu à la surface des choses. Le numérique sera vraiment accueilli dans le luxe quand il sera rentré dedans. Et si ce ne sont pas les grandes entreprises françaises du luxe qui s'emparent les premières de ces leviers-là, tôt ou tard, elles seront dépassées par des barbares du luxe. On a des exemples concrets d'entreprises qui essayent de se positionner sur ces secteurs-là. Là, on parlait du luxe, mais vous avez cité d'autres exemples. Vous demandiez des cas d'école. Il n'y en a pas vraiment. Le seul cas d'école, oui, d'une certaine manière, les meilleurs cas d'école sont les entreprises de l'économie numérique qui ont déjà appris, parce que leur économie change en permanence, à se transformer elles-mêmes. Elles ont eu plusieurs vies. Par exemple, Apple a eu plusieurs vies. Il y a eu Apple des débuts. Il y a eu l'Apple sans Steve Jobs. Ensuite, il y a eu Apple avec le retour de Steve Jobs, mais qui continue à fabriquer des ordinateurs. Et puis, il y a eu la révolution profonde d'Apple, qui est devenu un fournisseur d'une application qui s'appelle iTunes, qui lui a permis pour la première fois d'authentifier ses clients, de stocker leur numéro de carte bleue et de créer une relation complètement nouvelle avec aujourd'hui 800 millions de personnes dans le monde. Donc ça, alors Amazon, c'est pareil. Au début, c'était une librairie en ligne, puis ils se sont mis à vendre plus d'autres choses que des livres, puis ils sont devenus une place de marché, puis ils sont devenus la plus grande plateforme de cloud computing du monde. Donc c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Il faut se transformer en permanence pour suivre ses clients et les envelopper dans une expérience qui va être toujours plus stimulante, plus agréable, plus rapide, plus ergonomique, plus simple. Et on parlait de santé. En fait, dans la santé, il y a un grand précédent qui est antérieur à l'économie numérique, qui est la lutte contre le sida. Parce que l'histoire de la lutte contre le sida, c'est vraiment ça. C'est des malades qui se savaient condamnés à une mort certaine dans un délai de temps très court, donc des situations absolument tragiques, et qui ont commencé à se rebeller contre un système qui ne savait pas prendre en compte leur situation à la hauteur de la gravité de leur situation. Et il y a même un film qui a été consacré à ça tout récemment avec Matthew McConaughey qui s'appelle Dallas Buyers Club, où on a vu comment les premiers malades du sida ont organisé la contrebande des médicaments dont on pensait qu'ils étaient les meilleurs traitements possibles, mais qui n'étaient pas encore autorisés par les autorités sanitaires. Et toute l'histoire de la lutte contre le sida, des militants de cette lutte qui ont pris à partie les pouvoirs publics, qui ont pris à partie les autorités sanitaires pour exiger qu'on croise les différentes disciplines, qu'on comprenne mieux et plus vite la situation des patients et qu'on apprenne à traiter ces patients-là à la hauteur de la gravité de leur situation. Ils ont complètement révolutionné la médecine et ça aboutit à la loi Kouchner de 1992 qui consacre les droits des malades et la place centrale du patient dans le système de soins. Aujourd'hui, c'est sur ce terreau-là qu'il faut construire la nouvelle filière de la santé. C'est-à-dire le numérique, ça démultiplie l'importance de mettre le patient au centre du système de soins. Et le dossier médical personnalisé, c'est l'un des outils pour faire ça. Mais ça marcherait si c'était déployé à grande échelle et si c'était mis au service d'une dynamique entrepreneuriale que le système de santé sait parfaitement accueillir, puisqu'il est traditionnellement, historiquement en France, public et privé. Il y a le système 100% public qui ne marche pas très bien, c'est le système britannique. Le système 100% privé qui ne marche pas bien du tout, qui va un peu mieux marcher grâce à Barack Obama, c'est le système américain. Mais la France, jusqu'ici, a préservé une certaine excellence de son système de santé en alliant les avantages des deux mondes, si vous voulez. C'est public quand il faut, c'est privé quand on a besoin de dynamique entrepreneuriale et d'innovation. Mais aujourd'hui, on n'a pas vraiment su accueillir l'innovation numérique et la dynamique entrepreneuriale liée aux grandes vagues d'innovation numérique. Et si on ne le fait pas ici en France, non seulement on va continuer... Il y a des pays où ça se passe mieux qu'en France, à part les États-Unis? C'est en train de se passer beaucoup mieux et ça va s'accélérer aux États-Unis parce qu'avec la réforme du système de santé de Barack Obama, ça déploie une immense infrastructure qui est une assurance maladie. Pour la première fois, il y a une assurance maladie quasi universelle aux États-Unis. Sauf que comme il crée cette assurance maladie universelle en 2014, enfin entre 2010 et 2014, il la crée à l'état de l'art et ils en font une plateforme d'innovation pour tous les entrepreneurs qui vont rentrer sur ce marché pour apprendre à mieux soigner
Ils ont prévu le fait que on puisse faire de la R&D, pour voir en quelle mesure on peut servir de cette plateforme-là. Ils ont fait ça dans une bonne intelligence avec les entrepreneurs de la Silicon Valley qui, dès 2010, c'est-à-dire dès l'adoption de la loi, ont commencé à solliciter des fonds d'investissement pour dire il y a plusieurs millions d'Américains qui jusqu'ici n'étaient pas assurés qui vont arriver sur le marché. Ces gens-là, les entreprises en place ne savent pas les traiter. Il faut qu'on en fasse nos clients, nos patients, qu'on apprenne à leur prodiguer des soins, qu'on apprenne à les suivre, à pratiquer des mesures de prévention, à leur vendre des assurances maladie qui fonctionnent bien. Et donc, les Américains sont en train à toute vitesse de réinventer ce que c'est qu'une assurance maladie après la révolution numérique, ce que c'est qu'une complémentaire santé après la révolution numérique, ce que c'est qu'un hôpital après la révolution numérique, et ça va à toute vitesse. Donc, les futurs Google de la santé qui demain domineront la filière de la santé à l'échelle mondiale sont en train de grandir aux États-Unis à l'heure où l'on parle. Et si on veut qu'une partie de cette valeur reste localisée en France, il faut nous aussi qu'on fasse grandir nos champions numériques de la santé. Mais pour ça, il faut déployer cette infrastructure. Donc on a une partie de l'infrastructure, on a une assurance maladie universelle qui fonctionne bien. Mais il nous manque un certain nombre de choses. Et surtout, il nous manque une filière qui soit accueillante pour l'innovation numérique. Moi, j'avais pas mal bossé sur le DMP et lu un certain nombre de rapports qui étaient tous plus critiques les uns que les autres et qui, grosso modo, fustigeaient le fait qu'on a conçu quelque chose de façon extrêmement verticale, avec des politiques qui, sous l'influence de lobby, ont débloqué énormément d'argent, qui ont été dans les appels d'offres portés par des entreprises qui visaient moins à servir le malade qu'à répondre à la question du N+1. Et au final, effectivement, il y avait cette déconnexion avec le patient. Ce qui manque dans cette affaire, c'est les entrepreneurs. Parce que l'entrepreneur, lui, comme il part de rien, il n'a que du capital, par les utilisateurs. Il commence par chercher ses premiers utilisateurs. S'il les trouve, il rentre dans un dialogue avec eux pour améliorer sa proposition de valeur. Et quand il rencontre enfin de la traction, c'est-à-dire que le nombre de ses utilisateurs se multiplie à toute vitesse et quasiment spontanément, et ben là, il doit investir massivement pour résister à la charge d'une communauté d'utilisateurs qui grandit à toute vitesse. Et ça crée ces immenses écosystèmes applicatifs, mais qui ont été créés à l'origine pour les utilisateurs et qui restent parfaitement alignés avec les intérêts des individus. Est-ce que c'est à cause de ce rapport-là des entrepreneurs avec les utilisateurs que vous avez intitulé votre entreprise, enfin, c'est pas seulement votre entreprise, Family? Parce que j'arrivais pas à savoir si c'était à cause de ça, si c'est à cause de la mafia, parce que comme vous êtes un barbare, faire référence à la mafia, c'est un côté, parce que, et à la Family, vous avez des mots-clés, coup d'État, vous faites des conférences barbares, enfin, pourquoi ce mot Family? Alors c'est The Family, donc c'est la famille. La famille, la mafia. La famille, on joue sur l'ambiguïté, hein, on a cherché un nom qui résonne en quelque sorte. On joue sur un double sens, c'est-à-dire The Family, c'est fondamentalement une société d'investissement qui fait grandir un portefeuille de participation dans des entreprises qu'on accompagne. Et qu'on accompagne vous notamment des startups, voilà. vous donnez des conférences, des cours, vous faites du suivi, du partenariat. L'idée de la famille, c'est que nous sommes pour ces entreprises comme les parents sont avec leurs enfants. C'est-à-dire, on les aide, on leur donne tout ce qu'on a, on les aide à passer les étapes difficiles, mais aussi on leur pardonne leurs échecs, ce qui est très important dans le monde de l'entrepreneuriat, parce que la majorité des entrepreneurs échouent. Et l'essentiel de la valeur qu'ils créeront pendant toute leur carrière se crée non pas à la première entreprise qu'ils créent, mais à la deuxième ou à la troisième. Donc pardonner l'échec et les aider à rebondir est très important. Donc c'est vraiment comme des parents vis-à-vis de leurs enfants. On est prêt à tout leur pardonner s'ils repartent de l'avant. Mais il y a aussi l'idée, au départ, on cherchait à créer une guilde des entrepreneurs, c'est-à-dire avec une idée très simple qu'on a constatée nous-mêmes, parce qu'on a tous été entrepreneurs au préalable, c'est que la seule personne capable d'aider un entrepreneur, c'est un autre entrepreneur. Parce que quelqu'un qui n'est pas entrepreneur, vous avez du mal à lui expliquer ce que vous faites, il a du mal à se mettre à votre place, il a du mal à comprendre l'extrême pression dans laquelle vous êtes parce que le capital est rare et parce que chaque ressource doit être économisée ou maximisée. Et donc, il faut créer, en fait, face à un écosystème qu'on a qualifié dès notre création de toxique, parce que c'est la vérité, l'écosystème français, il est toxique pour les entrepreneurs, pour plein de raisons. Pour plein de raisons, il faut créer une solidarité très forte entre les entrepreneurs, parce que c'est ensemble qu'ils vont réussir à triompher et à déverrouiller un certain nombre de choses qui
entrave le développement des entreprises. Quand vous dites plein de raisons, c'est quoi? C'est structurel, c'est la vision qu'on se fait des chefs d'entreprise, c'est les taxes, les impôts. Avec cette affaire du décret des 15 minutes sur les VTC, c'est-à-dire vous constatez que les taxis servent mal les clients sur le marché de masse, c'est-à-dire ils servent bien les hommes d'affaires qui payent très cher un abonnement, mais l'usager occasionnel n'est pas très bien servi. Donc ils disent, bon, s'il y a un problème, une mauvaise qualité de service, c'est une opportunité pour un entrepreneur. On va créer un service qui répond à ce besoin d'être bien servi, bien transporté, de pouvoir payer par carte bleue, voire même de pouvoir payer en même temps, l'État a protégé d'autres entrepreneurs qui étaient les patrons de taxi, qui ont payé 200 000 € pour certains, pour avoir une licence. Et c'était effectivement, ils discriminaient certains, les nouveaux. Ceux-là sont des entreprises traditionnelles installées dans une position dominante dans une filière, c'est-à-dire qu'ils profitent, enfin, ils ont un intérêt à la stabilité et à la permanence. Et ils ne se posent pas la question de comment améliorer l'expérience utilisateur à la plus grande échelle possible. Parce que la grande échelle dont on parle, c'est celle d'Uber. C'est-à-dire Uber se développe dans toutes les villes du monde progressivement. Et un jour, ils domineront le marché mondial du transport de personnes en ville et même du transport de tout ce que vous pouvez transporter dans les villes. Et donc c'est ça aujourd'hui le terrain de jeu dont on parle. Et c'est l'équilibre des puissances. C'est-à-dire tout va bien quand l'industrie des taxis quand les industries de taxi vivent séparément, isolément les unes des autres dans différentes villes. Mais quand tout d'un coup, il y a une entreprise qui dit maintenant c'est terminé les marchés locaux, maintenant on se développe au niveau mondial, vous ne pouvez pas rester en vous disant que vous allez défendre votre petit précaré. Il faut jouer à la même échelle et avec les mêmes armes. Et donc ça veut dire, j'en sais rien ne dit que G7 ne peut pas devenir un géant mondial de l'industrie du taxi. C'est juste qu'il faut s'en donner les moyens. Et il faut y aller. Voilà, il faut y aller. En préparant l'émission avec Daniel Schneiderman, il avait du mal à comprendre l'innovation disruptive. C'est quoi l'innovation disruptive? Alors, l'innovation disruptive, on dit autrement innovation de rupture. D'abord, l'innovation, c'est un terme assez difficile à définir. Tout le monde a sa définition de l'innovation. Puis surtout, tout le monde subdivise l'innovation en tout un tas de catégories. Vous avez l'innovation de produits, l'innovation de modèle d'affaires, l'innovation technologique. Tout ça brouille les esprits plus qu'autre chose. En fait, moi, la définition que j'aime bien utiliser maintenant, qui est la plus simple, je la dois à un auteur américain qui s'appelle Scott Anthony, et qui dit l'innovation, c'est something different with an impact, c'est-à-dire quelque chose de différent qui a un impact, c'est-à-dire qui a un effet concret sur la société. Quelque chose de différent, mais qui reste enfermé dans un labo, ou qu'on n'arrive pas à vendre, c'est pas de l'innovation, c'est une invention, c'est quelque chose de nouveau, mais ça, c'est pas de l'innovation. Ça devient de l'innovation quand ça sort du labo ou ça sort de l'entreprise. Enfin, le Rafale devient une innovation quand on arrive à le vendre à un autre client que l'armée française. Mais pour l'instant, c'est pas de l'innovation, c'est une prouesse technologique à laquelle on applaudit tous, mais qui génère pas, qui crée pas de valeur en tant que telle, si vous voulez. En tout cas, pas directement. Et donc c'est ça l'innovation. Et l'innovation disruptive, c'est en fait, ça trouve son origine dans les travaux d'un autre grand auteur qui est vraiment le grand maître à penser de l'innovation, qui s'appelle Clayton Christensen, qui a écrit un livre qui est devenu un grand classique dans les années 90, qui s'appelle Le dilemme de l'innovateur, qui explique fondamentalement pourquoi les grandes entreprises, alors qu'elles font tout ce qu'il faut faire, n'arrivent pas à se défendre contre les nouveaux entrants. Parce que ces nouveaux entrants pratiquent des innovations de rupture. C'est-à-dire, c'est exactement comme les barbares et l'Empire. C'est-à-dire, l'innovation de rupture, c'est l'innovation qu'on n'a pas vu venir, qui change complètement les règles du jeu, et qui était de toute façon, et qu'on ne peut même pas regretter de ne pas l'avoir vu venir, parce qu'elle bouleversait à ce point les règles de fonctionnement de la filière que de toute façon, on n'aurait pas pu la mettre en œuvre soi-même. Ça aurait équivalu à... Le dilemme de l'innovateur, c'est celui, si j'ai bien compris, qui est dans une situation de rente. Si jamais il change son modèle économique, il risque éventuellement de perdre cette rente, donc son intérêt, c'est de surtout pas bouger. C'est ça? C'est ça, mais c'est quand même un innovateur. C'est-à-dire, quand vous consultez tous ces gens-là, ils vous disent « j'innove », comme Nicolas Rousselet dit qu'il innove chez G7. Sauf que ce dont il ne se rend pas compte, c'est qu'il innove pour ses clients et qu'il enrichit la proposition de valeur pour ses clients, ce qui lui permet de les faire payer plus cher ou les fidéliser. Mais ceux qui ne voient pas, c'est les gens qui ne sont pas ses clients. Et qui pourraient le devenir. Et qui pourraient le devenir. Et ces gens-là, c'est d'autres entreprises qui arrivent par derrière ou par le côté et qui attrapent ces clients-là avec une proposition de valeur disruptive. Alors disruptive, c'est un terme américain, c'est la disruption, c'est-à-dire c'est l'idée que c'est une rupture, mais qui
qui fait tout exploser, en fait. C'est une rupture inattendue. C'est intraduisible en français, mais ça s'est un peu installé dans le monde de l'innovation. On parle d'innovation disruptive pour dire qu'en gros, on casse tout et on réinvente tout à partir de zéro. Il nous reste juste 3 minutes, on a été très rapide, mais en fait, parce que vous êtes le co-auteur d'une innovation disruptive avec ce rapport sur la fiscalité du numérique, il y a un an, où vous disiez, bon, on fait un constat, les internautes travaillent gratuitement pour des entreprises qui, via la défiscalisation, gagnent énormément d'argent sans payer d'impôts dans les pays où ils ont énormément d'argent. Donc on va taxer les transactions de données personnelles. C'est un petit peu ça ? C'est un petit peu ça. Alors ça, clairement, c'était un petit peu comme l'invention de la TVA. C'est une innovation disruptive, mais un an après, on en est où ? Oui, alors c'était disruptif. En même temps, ça consistait simplement à analyser finement qu'est-ce que la création de valeur dans l'économie numérique, à constater que dans ce processus de création de valeur, il y a un rôle beaucoup plus important que dans l'économie du passé des individus, que ces individus sont enrôlés dans la chaîne de valeur, qui co-créent de la valeur à côté des entreprises, et que donc, chaque fois qu'une entreprise fait travailler ses utilisateurs de la sorte sur le territoire d'un État, une partie de sa chaîne de valeur, en fait, s'enracine sur ce territoire. Et donc, ça devrait conduire à une obligation de déclarer des bénéfices sur le territoire et à y payer des impôts. Sauf que ça, donc le droit fiscal international n'accueille pas bien cette conception des choses, parce que la définition... Avec le sandwich hollandais et le fait d'arriver à défisquer... non, c'est surtout un terme qu'on appelle l'établissement stable. C'est-à-dire l'établissement stable, c'est... On regarde, avant de voir si vous devez payer des impôts sur un territoire donné, si vous y êtes établi, pour une entreprise. Et la définition de l'établissement stable, c'est en gros, c'est un immeuble, des salariés, des machines, bref, des trucs très ancrés dans la conception de l'économie du passé. Aujourd'hui, on peut faire des affaires sur un territoire sans y avoir d'établissement stable. Et dans ce cas-là, on substitue en fait à l'établissement stable le travail des utilisateurs, mais cela, ils ne rentrent pas dans la définition traditionnelle de l'entreprise, parce que justement, les clients ne sont pas l'entreprise. Mais quand les clients deviennent co-créateurs de la valeur, alors la frontière entre l'intérieur et l'extérieur de l'entreprise se brouille, et il faut remettre à plat les définitions dans le droit fiscal pour accueillir cette nouvelle réalité économique. Là, on en est où aujourd'hui? Est-ce que ça a été un peu entendu au niveau français, au niveau européen? On en est pas très loin. Le rapport a contribué à cristalliser une vision commune de comment le numérique crée de la valeur et pourquoi le droit fiscal est devenu inadapté. Après, il fallait partager cette vision à l'international. Et donc ça, c'est un chantier qui a été ouvert par l'OCDE et qui n'a pas encore abouti. C'est-à-dire l'OCDE est en train de refaire le travail de diagnostic, d'établir un consensus sur qu'est-ce qui se passe vraiment. Donc ça, c'est en cours. Ça va déboucher sur un rapport d'une task force de l'OCDE. D'accord, donc l'OCDE, c'est saisi du problème. Voilà. Mais en gros, la France a passé le sujet à l'OCDE et la France est membre de l'OCDE, donc elle joue un rôle actif dans tout ça. Mais et vous êtes confiant sur le fait que ça puisse un jour... attendons de voir ce que donne la task force, mais c'est de la diplomatie économique. C'est quoi combien C'est un horizon très long, parce qu'une fois qu'un diagnostic partagé fait l'objet d'un pouvoir de l'Empire d'ici là. Voilà, et peut-être que c'est eux-mêmes qui forceront la transformation du système fiscal, parce que ça sera devenu insupportable que tous les impôts soient payés aux États-Unis ou nulle part dans le monde via des dispositifs d'optimisation. Je vous remercie beaucoup, Nicolas Colin. Et puis, on se retrouve dans 15 jours pour le 14e numéro du 14h42. Merci. Ah, el internet, el internet, el internet, el internet.